Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord d'adresser mes plus vifs remerciements au professeur Gaël Marty, cher Gaël, et à monsieur Loïc Robert de m'avoir invité à ce beau colloque qui anime beaucoup d'enthousiasme et qui permet de poser un certain nombre de questions extrêmement intéressantes. Et je les remercie de m'avoir témoigné leur confiance sans aucune garantie d'excellence, pour reprendre les termes de mon sujet. Alors, on parle beaucoup effectivement de conflictualité, pardon, et je dirais que cette question de conflit, de conflictualité est presque, au sens philosophique du terme, inaugurale à l'existence de l'Union européenne. Alors la question des conflictualités est bien entendu abordée par d'autres disciplines et je vais encore faire appel à la psychanalyse puisque ça a été un sujet de débat ce matin. En matière de psychanalyse, le terme conflictualité psychique est là pour déterminer, pour montrer qu'il y a des conflits entre différentes aspirations. Et cette dynamique psychique doit être considérée, mise en lumière par le sujet lui-même pour le résoudre et non le taire, sinon des pathologies peuvent arriver. En philosophie, chacun connaît aussi la pensée de Hegel qui fait du conflit un élément de la liberté de l'esprit. Il y distingue deux types de conflits. C'est le deuxième type de conflit auquel je me réfère, c'est-à-dire un conflit entre deux conceptions, deux droits, je dirais deux principes. Et il s'agit ici d'envisager le conflit pour permettre la réconciliation, voire la médiation. Alors, dans le cadre du sujet qui nous intéresse ici, il s'agit d'étudier une sorte de collision, puisque le terme versus, bien français, est utilisé entre deux notions, deux conceptions de la politique du numérique au sein de l'Union européenne. Alors pourquoi ces deux termes ont été choisis? Parce qu'il est difficile d'échapper à ces deux termes lorsqu'on s'intéresse aux droits du numérique au sein de l'Union européenne. On parle de confiance partout, on parle d'excellence partout, je dirais partout, tout le temps, et parfois pas au bon sens du terme. Alors comme vous le savez, pour repérer un petit peu les choses, comme vous le savez, relever le défi du numérique et acquérir une souveraineté numérique, c'est l'un des axes forts de l'action de l'Union européenne. Et cette trajectoire qui a été prise par l'Union européenne a connu une forte accélération depuis 2020. Rappelons notamment que le numérique a été intégré aux 6 priorités de la Commission européenne pour 2019-2024 dans le but d'adapter l'Union européenne à l'ère du numérique. Alors, il y a de nombreuses initiatives, je ne vais pas les reprendre bien entendu, elles sont impressionnantes, en tous les cas, elles sont impressionnantes quantitativement, je vous laisserai apprécier le côté qualitatif. Certains parlent de foisonnement des règles avec un rythme effréné, l'idée étant de rattraper tout ce retard que l'on a pris par rapport à d'autres puissances que nous connaissons, les États-Unis d'une part, la Chine d'autre part. Alors, sans être exhaustif, je vous le disais, il y a un certain nombre d'actes qui ont été pris. En bon français, le DSA, Digital Service Act, le DMA, Digital Market Act, des actes en matière de cybersécurité, des actes en matière de blockchain, des actes en matière d'identité numérique, des actes évidemment en matière de données et les derniers en matière d'intelligence artificielle. C'est sur ce dernier point que j'aimerais m'arrêter un instant. Là aussi, en matière d'intelligence artificielle, il y a tout un tas de mesures de toute nature qui ont été prises, des études, des communications, un plan coordonné, des livres blancs, un rapport, et notamment un récent rapport du Parlement européen en avril 2022. Et bien sûr, une proposition de règlement sur l'intelligence artificielle. Et c'est cette proposition que je me propose d'étudier avec vous. Alors, ces actes-là ont pour objectif de préfigurer la politique numérique de l'Union européenne, la politique en matière d'intelligence artificielle. Quand on regarde un peu les propos, aussi bien dans le règlement, mais même des propos purement politiques, on trouve de tout. On trouve une technologie éthique, on trouve l'idée d'un environnement propice à l'innovation, à la compétitivité, la nécessité d'appliquer des règles pour
protéger les droits fondamentaux. On retrouve l'idée d'une IA, d'une intelligence artificielle centrée sur l'humain, durable, sûre, inclusive et digne de confiance. Le monde est merveilleux, on va vers un monde excellent grâce à l'intelligence artificielle. Ici, il s'agit d'évaluer ce qui se passe à l'instant T, c'est-à-dire au stade où la proposition de règlement a été édictée par la Commission européenne, pour voir justement en quoi il y a une opposition entre excellence et confiance. Alors, je vais faire deux propositions, en tous les cas une observation et je ferai une proposition. En termes d'observation, je dirais d'abord que l'excellence et la confiance, c'est une sorte de stratégie de l'évitement, une sorte de en même temps que l'Union européenne se propose d'adopter. Pourquoi une sorte de en même temps? Parce que l'objectif de l'Union européenne et des institutions de l'Union européenne, lorsqu'on observe justement la proposition de règlement, c'est de dire qu'il est possible à la fois de déterminer un niveau de confiance important pour les individus qui utiliseront la technologie de l'intelligence artificielle et en même temps arriver à un certain niveau d'excellence pour propager cette innovation. Alors, juste un propos à titre liminaire, à l'instar d'autres domaines dans lesquels l'Union européenne s'est investie, ici encore, l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne se fondent sur le marché intérieur et l'article 114 et aussi l'article 16, bien sûr, parce qu'il y a des aspects de droits fondamentaux, mais essentiellement l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour s'investir dans la politique numérique, qui est un fondement bien pratique pour harmoniser, rapprocher les règles, voire les uniformiser. Alors, dans cette première proposition que je fais et que j'analyse, c'est-à-dire l'excellence et la confiance, une stratégie du en même temps, on voit apparaître deux termes intéressants dans la technique normative utilisée par les institutions de l'Union européenne, c'est la proportionnalité et la souplesse. Et comment assure-t-on cette proportionnalité et cette souplesse? Bien d'abord, la proportionnalité parce que c'est une approche par les risques. Le règlement, la proposition de règlement définit un certain niveau de risque et à chaque risque, il y a une réponse qui est adoptée. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette approche par les risques? Eh bien, quand on lit la proposition de règlement, on voit apparaître des options législatives, des options des options qui permettaient de choisir une norme plutôt qu'une autre. Il y a l'option numéro 1 qui était l'adoption d'un label non obligatoire. Option numéro 2, une approche ad hoc secteur par secteur. Option numéro 3, un instrument législatif horizontal qui suit une approche proportionnée fondée sur les risques. Option numéro 3+, et c'est là qu'on va s'arrêter, un instrument législatif horizontal suivant une approche proportionnée fondée sur les risques, plus des codes de conduite pour les systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas à haut risque. Donc, plusieurs niveaux de risque qui sont établis, du risque inacceptable au risque à haut niveau jusqu'au risque minime qui sont consacrés dans le cadre du règlement. À quoi sert cette définition des risques? Eh bien, à chaque niveau de risque, il y aura une réglementation qui s'appliquera avec un niveau de contrôle qui va varier. Étant entendu que dans le cas des risques minimes, par exemple, c'est une autorisation d'utilisation libre. Exemple, je donne juste un exemple pour donner un peu de concret dans tout ça. L'exemple, ce sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est pas risqué. Utiliser l'intelligence artificielle en matière de jeux vidéo, c'est pas risqué. Bon, le monde s'amuse, ça va être très, très sympa. Sauf que beaucoup d'études, et notamment des études en neurosciences, ont montré que en utilisant certains dispositifs d'intelligence artificielle en matière de jeux vidéo, on pouvait, par des programmations, créer de l'addiction, et donc ça devient dangereux. Donc, évidemment que la question de l'approche par les risques, un peu à l'instar de ce que l'on peut voir dans d'autres domaines comme les dispositifs médicaux, c'est-à-dire qu'on varie l'approche réglementaire en fonction du risque qui est posé par la technologie, en ayant cette approche-là, on risque de passer sous silence des risques importants pour la santé et pour les individus en général.
Le deuxième élément que je souhaite faire apparaître ici dans cette stratégie du en même temps, c'est cette idée de souplesse, puisqu'elle apparaît dans la proposition de règlement. Comment on introduit de la souplesse dans un règlement. Alors on sait que formellement, un règlement, ça a un certain nombre de caractéristiques, mais évidemment, matériellement, c'est beaucoup plus nuancé que cela et qu'il faut aller regarder. Et quand on regarde à l'intérieur de ce règlement, il y a plusieurs indices de souplesse. Vous avez des spécialistes de la question à la maison sur le droit souple et autres. Alors quels sont ces exemples de souplesse du droit? Il y en a deux, mais il y en aurait d'autres à donner. D'abord, la possibilité d'élaboration de codes de conduite, on connaît bien ce système, ça existe aussi notamment en matière de données, dans le règlement général pour les données personnelles et pour les données non personnelles, il y a une référence au code de conduite. Donc, les fournisseurs du système d'IA pourront créer leur propre code de conduite pour les systèmes qui ne présentent pas de risque élevé et ils déclarent volontairement qu'ils répondent aux exigences qui sont posées par le règlement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de souplesse qui est intéressant à observer en matière de numérique, parce que c'est aussi utilisé en matière de blockchain, c'est ces fameux bacs à sable réglementaires. Donc, une possibilité de mettre en place des expérimentations, d'observer, en gros, c'est la fameuse approche bottom-up qu'on connaît. On observe ce qui se passe, on regarde comment les technologies évoluent, comment les fournisseurs utilisent cette technologie, et puis en réponse, on adapte une réponse par une réglementation qui irait dans le sens de ce que l'on a observé sur le terrain. Alors le deuxième propos que j'aimerais avoir dans un deuxième temps, il est peut-être plus un parti pris plus que de l'observation. C'est en fait repolitiser le propos et dire que en réalité, la confiance dont on parle ici doit être une confiance qui va nourrir cette excellence qu'on recherche au sein de l'Union européenne. En réalité, l'Union européenne ne peut pas faire l'économie justement de cette confiance dans un contexte que l'on connaît de défiance envers toutes les autorités auxquelles on peut penser. Et sa faculté de se saisir de cet outil qui est la confiance, c'est aussi une façon de repolitiser et de repenser sa stratégie d'intégration. Je reprends tout à l'heure ce que disait le professeur Azoulay sur la temporalité. Il y a différentes temporalités dans la construction européenne et on est dans une temporalité où on connaît évidemment de grandes transitions. Et au moment où l'Union européenne connaît de grandes transitions, que ce soit environnementales, numériques ou en matière sanitaire d'ailleurs, il s'agit pour elle de reprendre les choses en main et de revenir sur ces questions et notamment sur la question de la confiance. Alors comment établit-on un système de confiance favorable à l'excellence, cette vision que l'on a de l'excellence? D'abord, par une stratégie de protection des droits des individus performante qui soit suffisamment vigilante vis-à-vis de la protection des droits fondamentaux. Et on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là, je vais expliquer pourquoi. Et puis, en ayant à l'esprit que la gouvernance, cette fameuse gouvernance avec des autorités publiques responsables de la surveillance de ces technologies d'IA doit être aussi performante. Et je vous expliquerai aussi ce que j'en pense. Alors d'abord, sur la stratégie de la protection des individus. Il y a deux éléments que l'on peut mettre en lumière. D'abord, il faut avoir en tête, et c'est à surveiller, qu'il y a eu une proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA. Donc il faudra voir comment cette directive évolue et comment on va s'en emparer. Et puis évidemment, plus globalement, il y a la question de la manière dont les institutions de l'Union européenne vont protéger les droits fondamentaux quand on utilise des technologies de l'IA. Alors, juste pour information, il y a plusieurs droits qui sont en jeu. L'enjeu de la transparence, la neutralité et les biais, enfin, vous connaissez tout ça très bien. Et lorsqu'on regarde
de près le règlement sur l'IA, il y a certains points qu'il convient de réfléchir. Je m'arrête juste un instant parce que ça a été beaucoup relevé sur la question de l'identification biométrique. Question de l'identification biométrique, lorsqu'on lit le règlement, il y a bien dans le règlement une interdiction de l'utilisation des systèmes d'IA pour l'identification biométrique à distance, en temps réel, de personnes physiques dans des espaces accessibles. On voit tout l'intérêt de cette technologie. Cette interdiction, elle est faite dans les espaces accessibles au public à des fins répressives. Mais quand on lit de plus près le règlement, il y a un certain nombre d'exceptions, il y a 3 exceptions, qui fait que finalement cette interdiction, elle est à relativiser. Et donc c'est pour ça que notamment la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait pointé ça du doigt. Elle a pointé d'autres choses, hein, mais elle a notamment pointé ça du doigt en disant qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait aller vers l'interdiction de toute identification biométrique à distance en temps réel ou en différé, à l'exception, une seule exception et pas 3, de la détection d'un danger grave et imminent. Il faudra donner de la substance à danger grave et imminent, à l'exception d'un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et celle des établissements et installations d'importance vitale. Ça, c'est un sujet parmi d'autres. Il y en a d'autres, par exemple, l'interdiction de tout type de notation sociale, aussi bien publique que privée, et d'autres sujets encore. Alors, le dernier point, c'est la question qui est relative justement à la manière dont la gouvernance, cette gouvernance mise en place par le règlement, pourra assurer ce niveau de confiance. Les outils de compliance, les outils d'éthique, les outils de conformité, c'est très bien. Mais il y a un moment donné où les autorités publiques doivent être présentes, à mon sens, pour créer cette confiance-là et susciter justement l'adhésion des individus. Il me semble important de le dire. Et donc, lorsqu'on observe la manière dont le maillage a été fait, il n'y a pas grand-chose à redire sur la manière dont ça a été fait. Mais la question se pose de savoir comment les États vont s'en emparer. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui que l'ensemble des États ne sont pas équipés d'autorités susceptibles de surveiller à la hauteur des enjeux les technologies de l'IA et leur utilisation. Et donc, dans un périmètre de 27 États, eh bien, il y a une sorte de working progress. Il faudra au fur et à mesure de la mise en place de cette réglementation, bien regarder ce qui se passe dans les États pour voir si, à l'instar de ce que fait la CNIL, parce que c'est elle qui sera l'autorité désignée pour les technologies IA, il faudra aussi voir si dans les 27 États, cela se passe de la même manière. Donc ce maillage est extrêmement important pour évaluer cette confiance garantie de l'excellence. Juste pour terminer, je refais finalement de manière, je fais un petit retour en arrière en appelant encore à la psychanalyse. Je crois que l'Union européenne doit faire sa propre psychanalyse, comme un tout être en construction que nous sommes. Assurer ces conflits, ses propres conflits, ces conflictualités, de les mettre au débat, mais au débat démocratique et non pas dans un débat technique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde et on observe les débats sur l'intelligence artificielle, sur les blockchains, sur la cybersécurité, les débats sont presque, pratiquement, totalement confisqués par des experts de la question. Il faut être un expert de la question des blockchains pour comprendre ce qui se passe en matière de blockchain. Et à partir du moment où il y a une confiscation, il n'y a pas de véritable débat démocratique et pas de débat dans l'espace public. Donc ce doit être un débat dans l'espace public pour que l'Union européenne puisse assumer ses conflictualités et pouvoir justement affronter ces défis de la transition numérique. Je vous remercie de votre attention.